Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour cette webconférence dédiée à la problématique des familles avec enfants sans abri en Occitanie. Alors, nous accueillons Juliette Baronnet, qui est responsable d'études à la Force Recherche Sociale, pardon. Elle est la coordinatrice de l'étude qui va vous être présentée ce matin. Et nous accueillons également Nadia Nussbaum. Elle est inspectrice de l'action sanitaire et sociale du pôle cohésion sociale de la DRETS Occitanie. DRETS qui est la commanditaire de cette étude et qui vise à appréhender les besoins de ces familles avec enfants sans abri, leurs difficultés et leurs aspirations. Elles vont nous faire part des résultats des investigations de terrain qui ont été menées auprès de ces familles, ainsi que des recommandations qui en découlent. Nous sommes ensemble pour 1h15 environ. La présentation va durer entre 45 à 50 minutes. Le temps restant sera dédié à vos remarques et questions. Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour cette webconférence sur cette étude sur les familles avec enfants sans abri. C'est une étude que la DRETS Occitanie a commanditée donc auprès du cabinet Force. Elle part d'un double constat et elle a une double ambition. D'abord, un constat celui des saturations des dispositifs traditionnels d'accueil, d'hébergement et de logement, et face à un accroissement constant d'un besoin d'un chez-soi pour ces familles. L'autre constat, c'est aussi que ces dispositifs sont particulièrement inadaptés aux besoins de ces ménages, surtout articulés finalement entre l'urgence, hébergement d'urgence, hôtel, parce qu'au départ, ces dispositifs d'urgence ont été surtout conçus pour accueillir des hommes isolés. Donc, ces dispositifs sont inadaptés aux besoins de ces familles, elles accentuent l'instabilité des situations et surtout pour les enfants, toutes les études ont montré les conséquences néfastes sur les conditions de vie et d'épanouissement des enfants. Donc, on arrive à des situations où finalement les parcours de ces familles sont bloqués et voire un non-recours en fait au dispositif. Du coup, les ambitions de cette étude, elles sont de deux ordres. D'abord, un enjeu de connaissance sur ces familles en Occitanie, avec également un focal sur les territoires ruraux, parce qu'on a peu d'études finalement sur ce qui se passe sur ces territoires-là. D'abord, évidemment, une analyse statistique des familles qui sont sans domicile en demande de logement social en Occitanie. Je vous fais tout de suite une précision méthodologique sur le périmètre de l'étude. Donc, nous avons axé donc l'étude sur les familles qui sont sans abri, en habitat précaire ou en structure d'hébergement. Donc, en se centrant sur celles qui sont en situation administrative régulière, donc qui peuvent prétendre administrativement à accéder à un logement. La spécificité des familles qui sont sans droit ni titre méritera elle seule en fait une étude spécifique parce que aussi elle relève donc de politiques spécifiques. Donc voilà, ce prérequis expliqué. Donc après l'analyse statistique, en fait, on s'est organisé sur une étude qualitative qui a porté sur 4 départements. Donc le Gers, l'Hérault, le Lot et les Pyrénées-Orientales. Alors ces 4 départements ont la particularité de pouvoir un petit peu montrer des typologies différentes en termes de taux de pression sur le logement social. Donc évidemment, on va penser au grand centre urbain qui est Montpellier, donc le choix de l'Hérault, mais aussi des taux de pression qui peuvent être variables sur de taux de pauvreté, des taux de pauvreté donc un peu conséquents, donc l'Hérault cumulant effectivement des taux de pauvreté conséquents et un taux de pression sur le logement aussi conséquent. Donc sur ces 4 départements, donc le cabinet Force a mené donc des entretiens donc auprès donc des services de l'État, les DETS, la direction départementale donc qui s'occupe spécifiquement des questions de cohésion sociale, des SIAO, mais aussi les associations gestionnaires de structures d'hébergement. L'aspect qualitatif, évidemment, pour reprendre les besoins donc des personnes, c'est des entretiens semi-directifs qui ont été faits auprès de 19 familles afin de recueillir en fait leur parcours, affiner la connaissance sur ces familles, recueillir leurs difficultés, mais aussi leurs besoins
hein, et leurs aspirations, parce que l'autre ambition de cette étude, c'est bien connaître pour agir. Donc, c'est l'analyse de ces besoins qui va peut-être permettre de proposer en fait des solutions, des évolutions sur des dispositifs existants, sur de la réglementation, afin de développer une offre de logement et d'accompagnement social qui répondent au plus proche en fait des besoins et des attentes des familles, dans la droite ligne évidemment de la politique du logement d'abord. Voilà, donc tout de suite, je vais passer la parole à Juliette Baronnet, donc, du cabinet Force, qui a piloté cette étude. Donc sur un premier aspect statistique, que nous révèlent les statistiques sur ces ménages en Occitanie? Bonjour à toutes et à tous, merci Nadia de me passer la parole. Effectivement, je vais commencer par vous présenter le volet un peu statistique de cette étude. Alors, on va pas être exhaustif dans cette présentation et je vais m'appuyer principalement sur l'analyse des données issues du système national d'enregistrement de la demande de logement social. Donc, ces données, elles sont intéressantes parce que d'une part, elles ciblent bien le périmètre de l'étude tel que vous l'a exposé Nadia Nussbaum en introduction. Elles sont assez complètes. Elles sont tout à fait comparables d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre. Sachez, pour ceux qui ne maîtriseraient pas particulièrement la demande d'un logement social, sachez que voilà, la demande d'un logement social, c'est un dossier CERFA, ça repose essentiellement sur des éléments déclaratifs. Et dans ce dossier CERFA, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des caractéristiques du ménage qui demande un logement, on va retrouver une série de questions sur quelle est votre situation de logement au moment où vous faites votre demande, ce qui donne un certain nombre d'indications sur de personnes qui seraient à la rue, en structure d'hébergement, etc. Donc, c'est essentiellement là-dessus qu'on s'est appuyé en s'attachant à croiser le profil du ménage pour bien repérer les familles avec enfants et la question de leur situation de logement au moment où elles formulaient cette demande. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette analyse des données du système national d'enregistrement? Petite précision, il s'agit bien des données à fin décembre 2019. Donc, à fin décembre 2019, sachez que dans la demande de logement social, dans le stock de demande de logement social, on avait 48% des demandeurs, près de la moitié donc, qui étaient des familles avec enfants. En volume, à l'échelle de la région Occitanie, ça représentait plus de 71 000 familles avec enfants en demande d'un logement social. Parmi ces familles avec enfants, effectivement, on s'est attaché à identifier celles qui, pour différentes raisons, étaient en situation dite de précarité de logement. Donc ça va être une notion plus large que celle des sans-domicile. Je vais vous détailler tout ça. Donc, dans une notion assez large de difficulté et de précarité de logement, on a comptabilisé près de 13 000 familles avec enfants en situation de précarité de logement, soit 18% de l'ensemble des familles en demande de logement. Alors, comment ça se découpe tout ça? Sur ces 13 000 familles en situation de précarité de logement, on retrouve en particulier, et là c'est bien le cœur de notre étude par la suite, de l'étude qualitative menée, plus de 2300 familles sans domicile au sens de l'INSEE, c'est-à-dire dans le détail, on est toujours sur la région Occitanie, 482 familles qui se déclaraient être à la rue ou sans abri, plus de 750 en habitat très précaire, c'est-à-dire en hôtel, camping, habitat mobile, squat, et plus de 1000 familles qui étaient hébergées en structure d'hébergement de type centre d'hébergement d'urgence ou centre d'hébergement et de réinsertion sociale, CHRS. Ensuite, on peut élargir et ajouter à cela près de 2200 familles avec enfants qui se déclaraient en logement temporaire. Donc, dans la notion de logement temporaire, on a inclus les familles qui sont logées aujourd'hui en résidence sociale. Ce sont des structures collectives dont la vocation est bien un accueil temporaire, mais qui peut durer environ 2 ans. Donc là, on avait 372 familles. C'est peu, mais c'est normal, parce que les résidences sociales, elles ont essentiellement été construites et elles sont adaptées plutôt à l'accueil des personnes isolées. Donc assez peu de familles en résidence sociale. Et 1822 familles qui se déclaraient, c'est un autre indicateur qu'on retrouve dans le formulaire CERFA, qui se déclarait être en logement temporaire. On peut émettre l'hypothèse que cela concerne notamment des familles
Alors, soit elles confondent, elles sont en résidence sociale, mais elles cochent logement temporaire, soit il s'agit de familles qui sont, par exemple, en sous-location. Donc, elles ne sont pas locataires en titre, et la sous-location, bien souvent, elle a une vocation temporaire. On reviendra sur ces notions-là. Et si on élargit un peu plus la focale, dans cette notion de précarité de logement, et parce qu'on sait que ces situations-là peuvent être assez rapidement provoquer des ruptures, ça peut être des familles susceptibles de se retrouver à la rue, parfois. On a 8400 familles avec enfants qui se déclaraient être hébergées chez des tiers, dont parmi elles, la moitié était hébergée par leurs parents. Sauf que quand on parle de familles avec enfants hébergés par leurs parents, on imagine bien que c'est susceptible de créer de la suroccupation et pourquoi pas aussi parfois de créer des tensions intrafamiliales importantes. Donc on sait que ça peut être un facteur de rupture d'hébergement et de mise à la rue de ces familles. Donc c'est important de le souligner et de l'avoir à l'esprit. Autre indicateur intéressant, c'est qu'on a regardé en 2015 l'ensemble de, ces mêmes données, et si on reste sur la focale famille sans domicile, donc la focale la plus réduite, sachez qu'en 2015, en volume, on avait au total 1500 familles en demande de logement social qui se déclaraient sans domicile. Je vous rappelle, soit sans abri, soit en habitat précaire, soit hébergés en structure d'hébergement. Et donc, de 1500, on est passé en 2019 à plus de 2300, près de 2300. Donc, une augmentation quand même très conséquente en volume, plus de 50% en 4 ans. Enfin, petit focus territorial, on est toujours sur les mêmes données SNE, logement social. Cette cartographie, elle est intéressante, ça permet de repérer en volume, on reste toujours sur les familles sans domicile, en volume. Vous pouvez distinguer les cercles orange qui vous donnent une idée des volumes de familles qu'on va retrouver selon les départements. Vous ne serez pas étonné de remarquer que les plus gros cercles orange, donc les plus gros volumes, on les retrouve évidemment dans les départements les plus urbanisés, là où il y a des grosses métropoles, à savoir en premier lieu la Haute-Garonne avec Toulouse, l'Hérault avec Montpellier, le Gard avec Nîmes et dans une moindre mesure les Pyrénées-Orientales avec Perpignan. Mais si on regarde un autre indicateur, à savoir les aplats de couleurs, ça permet de repérer la part que représentent les familles sans domicile dans l'ensemble des demandeurs de logement sans domicile. Et donc là, on distingue notamment en violet assez foncé 2 départements, l'Aude et le Tarn-et-Garonne, qui en volume ont assez peu de familles sans domicile. Mais en valeur absolue, ça représente une part un volume assez peu important. Mais les familles sans domicile sont assez fortement représentées parmi l'ensemble des demandeurs dits sans domicile. Voilà pour le volet statistique. D'ores et déjà, je passe à l'analyse au volet qualitatif de cette étude. Donc, pour rappel, volet qualitatif qui était centré sur 4 départements, l'Hérault, le Gers, le Lot et les Pyrénées-Orientales. Donc, vous voyez, on a grosso modo 2 départements ruraux, Gers et Lot, et 2 départements plus urbains, Hérault et Pyrénées-Orientales. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement à partir de ça? Déjà, on est allé voir la manière dont les besoins s'exprimaient, évidemment, de manière assez différente, selon ces départements et ces territoires. Vous ne serez pas étonné, bien sûr, de constater que les pôles urbains concentrent une majorité des besoins. On va à dire d'acteurs, on a interrogé les services de l'État, les SIAO et les associations. Évidemment, au niveau des pôles urbains, on va retrouver assez fréquemment un volume important de besoins de familles avec enfants qui sont plutôt des profils de déboutés du droit d'asile ou des familles qui vivent aujourd'hui en bidonville. Donc ça peut être des familles d'origine rome, des communautés du genre du voyage parfois, donc bidonvilles qui peuvent s'étaler un peu autour de ces pôles urbains, en squat également. Et puis un enjeu fort qui est ressorti un peu d'engorgement des dispositifs du fait de la présence d'un certain nombre de familles, pour le coup, en situation administrative complexe dans les dispositifs de droit commun.
Donc, pour vous donner une idée, au niveau de SIAO, par exemple, sur l'Hérault, 45% des demandes d'hébergement en 115 ont émané de personnes en famille. Et puis, sur le volet insertion, c'est-à-dire les demandes d'entrée en CHRS ou en logement adapté, on avait 586 familles avec enfants. Donc voilà, un volume relativement conséquent. Pour donner un exemple, vous aurez plus de détails dans le rapport, bien entendu. Sur les secteurs ruraux, les situations en volume, elles sont beaucoup plus rares. Effectivement. On peut retrouver des situations de familles déboutées du droit d'asile, mais dans une moindre mesure. Et puis, effectivement, on considère que les situations sont plus rares avec un peu deux hypothèses un peu contradictoires en apparence. À la fois, on considère qu'un certain nombre de ces familles ne se retrouvent pas à la rue parce qu'il y a une meilleure prise en charge en amont. Et en même temps, il y a toujours ce doute et cette idée que probablement, il y a des difficultés de repérage d'un certain nombre de situations de familles avec enfants qui seraient plutôt dans la débrouille, qui chercheraient davantage à se dissimuler, à s'invisibiliser par rapport aux différents acteurs. Donc là aussi, un exemple pour vous donner une idée de ces volumes bien moindres. Au niveau du SIAO du Lot, par exemple, en 2020, seules 25 familles avec enfants avaient sollicité le 115. Majoritairement, c'était des femmes victimes de violences. Et au niveau de la demande d'insertion, c'était seulement 20 familles en 2020 sur le Lot. Et pareil, avec une présence importante de femmes victimes de violences. Donc, vous l'avez compris, sur l'ensemble des territoires, ce qui est prégnant, c'est la question des besoins spécifiques. Dès lors qu'on parle des familles avec enfants sans domicile, tout de suite, ça va renvoyer à la question des femmes victimes de violences conjugales, en volume. Ça ne se réduit pas à cette question-là, mais en volume, c'est quand même la question prégnante. Qui témoigne à la fois de l'ampleur du phénomène, mais vous le savez aussi, de l'évolution des politiques publiques qui tendent à se déployer en direction de ces situations. Donc justement, ces femmes victimes de violences conjugales, c'est une première situation. On a fait on a essayé de distinguer différents types de profils et de parcours. Donc, les femmes victimes de violences conjugales, on va retrouver un peu deux types de parcours. Alors c'est très schématique, hein, évidemment. On a les situations de femmes, on l'a mis entre guillemets, installées, c'est-à-dire dans le sens, elles ont longtemps vécu en couple, elles étaient logées dans une maison, elles ont eu des enfants, elles sont plutôt âgées de 40 ans et plus, elles ont été victimes de violences parfois depuis des années jusqu'à une rupture, parfois une rupture qui a été accélérée effectivement par la crise sanitaire et les périodes de confinement. Et ce qu'on peut dire de ces femmes avec enfants, c'est qu'elles sont évidemment extrêmement fragilisées par les violences, mais dans les grandes lignes, c'était des femmes qui étaient, en tout cas avant de subir ces violences, plutôt insérées socialement, professionnellement. Donc, ce qui va souvent faciliter derrière la question du parcours et de la réinsertion dans un logement autonome. Il faut noter que parmi ces femmes, certaines ont été d'autant plus déstabilisées qu'elles ont dû fuir et s'éloigner géographiquement de leur conjoint, et donc ça induit un départ de la région d'origine qui va induire une déstabilisation beaucoup plus forte, évidemment, de la situation et de ces femmes et bien sûr de leurs enfants. Donc, parmi ce type de parcours, on a distingué les femmes pour qui la précarité induite par les violences est doublée d'une vulnérabilité sociale ou économique initiale très forte. Dans ces situations, on va retrouver beaucoup des femmes en parcours migratoire qui sont arrivées sur le territoire dans le cadre d'un mariage arrangé parfois, ou parfois pour rejoindre un compagnon, voilà, par exemple rencontré sur Internet. Enfin, elles sont venues en France pour rejoindre un compagnon qu'elles ne connaissaient pas si bien que ça, dans l'espoir d'une vie meilleure, et elles se retrouvent effectivement sur le territoire très isolées socialement, sans ressources économiques et surtout dans une position de dépendance vis-à-vis du conjoint violent qui va souvent utiliser les papiers comme menace, comme instrument de menace ou de chantage. Donc là, on voit bien que la vulnérabilité se double de problématiques parfois liées au droit au séjour, en tout cas à la récupération des papiers, ce qui va induire un temps plus long d'accompagnement et d'accès derrière au logement.
Là, je vais pas vous raconter, simplement vous dire que dans le rapport qui sera publié sur le site de la plateforme de la Poste Occitanie, vous retrouverez à la fois des monographies assez détaillées des parcours de ces femmes, illustrés de schémas. Alors avec en haut, vous retrouvez dans ces schémas les éléments clés de la situation de ces familles, et dans la deuxième partie, les principales étapes de leur parcours, quelles étaient la situation avant d'être hébergées, une espèce de période de transition où elles ont recours souvent à une assistance sociale qui va les orienter, où elles ont été hébergées. Donc pour cette femme, c'était en intervention locative, et surtout leur projection, leur logement idéal et leur projection dans la vie. Donc, je continue sur ma typologie de profil et de parcours. Vous l'avez compris, en volume, la question des familles, notamment, mais pas seulement, en tout cas en parcours migratoire, dégoûtées parfois d'une demande d'asile. Certaines d'entre elles ne sont pas totalement en situation irrégulière, elles sont plutôt dans des démarches en cours pour régulariser leur situation. Mais elles ne disposent pas encore des droits ouverts pour l'accès au logement. Et ça recouvre vraiment un nombre important de situations. On va davantage que sur d'autres situations retrouver des couples avec enfants cette fois-ci, mais aussi des familles monoparentales. Et effectivement, en l'absence de perspective d'ouverture des droits, de ressources à court moyen terme, elles sont souvent, une fois qu'elles ont été déboutées du droit d'asile, elles vont sortir des circuits dédiés à la demande d'asile et se retrouver positionnées sur des places d'hébergement d'urgence. C'est aussi ces familles qu'on va bien souvent retrouver à l'hôtel, dont on imagine bien les mauvaises conditions, l'absence de kitchenette, la séparation parfois des grandes familles dans plusieurs chambres. Donc, c'est vraiment ces familles qui vont se retrouver dans des conditions de vie extrêmement difficiles et déjà bien documentées par de nombreux rapports. Ensuite, il y a d'autres situations sur lesquelles je ne vais pas nécessairement m'étaler, mais c'était vraiment important de les souligner. Et puis, tout est imbriqué, bien sûr. Donc, par exemple, on a plus à la marge des situations de jeunes mères, cette fois-ci, qui ont parfois connu des parcours marqués par une prise en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est des jeunes femmes qui sont souvent en rupture familiale, qui sont éloignées de leur domicile, elles ont rejoint un compagnon, elles ont parfois subi des violences. Elles se retrouvent souvent très isolées, très fragilisées. Voilà, un acteur décrivait comme ça ces situations. Ce sont des jeunes filles de 18 à 20 ans qui ont connu une première relation amoureuse avec un garçon avec lequel la violence est installée. Elles sont en rupture avec leur famille et ce sont souvent des parcours avec des carences affectives importantes. Autre situation qui a pu être évoquée, c'est, alors j'ai envie de dire, celle-là, elle est relativement spécifique à la région Occitanie ou peut-être aux régions du sud de la France de manière générale. Ce sont, comme l'indique cet acteur, des populations qui arrivent sur le département et qui quelquefois se trouvent dans des situations encore plus graves que celles qu'elles ont quittées. Donc c'est vrai que ce sont des familles assez modestes qui avaient un attrait pour le sud de la France, donc avec un départ de la région d'origine qui peut être motivé par l'espoir de trouver dans le sud un emploi, de meilleures conditions de vie, mais souvent elles sont parties sans préparation. Et cette mobilité, elle se solde par des difficultés importantes parfois pour ces familles. Elles peinent à trouver un logement, les logements sont très chers, les logements sont parfois indignes. Et en outre, l'éloignement de leur lieu de vie, de leur région d'origine, s'accompagne d'une perte de repères parfois et de ressources sociales ou financières. Ensuite, et quasi enfin, on retrouve, et vous voyez, tout est imbriqué, ces familles attirées par la région, c'est parfois celles qu'on va retrouver dans des situations des formes d'habitat précaires. Donc, effectivement, ces familles qui vivent dans des formes d'habitat très précaires ou au mode de vie parfois atypique, donc je les ai citées tout à l'heure, des familles qui vivent en bidonville, essentiellement les populations roms, on ne sait pas... on n'a pas beaucoup développé ce sujet-là puisqu'elles font l'objet d'une politique spécifique en l'occurrence. La communauté des gens de voyage, là aussi, c'est une politique publique spécifique, mais c'est important de les garder à l'esprit. Mais aussi, en revanche, tous ces phénomènes de cabalisation qui demeurent finalement assez méconnus, ou des familles qui trouvent à se loger parfois à l'année en camping ou sur des bateaux, des péniches. C'est vrai que les acteurs ont en tête ces situations tout en ayant du mal à bien les identifier et plus encore à les recenser.
Et enfin, évidemment, ne pas oublier la question des familles sans domicile suite à une expulsion locative ou en risque de devenir sans domicile. Une situation qui a été évoquée assez largement dans les départements les plus peuplés, mais avec cette idée que dans les départements peut-être plus ruraux, avec un moindre volume, on traite davantage les situations en amont de l'expulsion, quand bien même il arrive qu'il y ait des difficultés assez importantes à reloger ces familles parce que parfois leur passé est relativement connu, voire très connu des quelques bailleurs sociaux sur les territoires ruraux. Donc ça peut poser des vraies difficultés aussi là, dans le parcours et dans l'accompagnement des familles pour retrouver un logement. Voilà, assez rapidement, bien entendu, vous avez davantage de détails et à la fois beaucoup de monographie dans le rapport qui sera mis en ligne. Donc, qu'est-ce qu'elles ont exprimé, ces familles? C'était aussi le cœur de ce rapport. Quels sont leurs besoins et quelles sont leurs aspirations en matière notamment de logement? Alors, vous ne serez pas étonnés, bien sûr, quand on se retrouve dans cette situation. La première attente, le premier besoin, le besoin le plus urgent, c'est retrouver un lieu où se reposer en toute sécurité. C'est vrai que la recherche de stabilité, la recherche de sécurité, c'est vraiment un des principaux besoins exprimés par les familles. Ce temps de repos, de calme, de reconstruction, il est tout particulièrement évoqué très fortement par les femmes victimes de violences conjugales. Il est aussi parfois nécessaire avant de pouvoir se projeter à nouveau dans un logement autonome. Et cette recherche de sécurité, elle va s'incarner notamment dans cette idée d'intimité qu'on a besoin de retrouver, dans un cadre qui favoriserait un peu l'entraide entre pairs. Donc vous avez là aussi des paroles de famille que je vous cite. Cette femme qui raconte quand on veut se reconstruire, c'est pas dans un foyer avec des hommes. Ce qu'on veut, c'est se retrouver au calme avec des femmes. Une autre femme qui raconte le besoin d'écoute, c'est-à-dire le fait d'être ici, c'est comme si je retrouvais une famille. Donc c'est une femme qui est aujourd'hui hébergée avec d'autres femmes qui ont connu le même parcours qu'elle. Donc le fait d'être ici, c'est comme si je retrouvais une famille. Elle m'a accueillie à bras ouverts. Je suis heureuse d'être là avec eux. Quand on arrive, le plus important, et ça c'est important de le dire, le plus important, c'est de sentir qu'on est écouté. Donc tout ça, ça induit aussi une attente forte en termes de stabilité et aussi de conditions de vie décentes pour les enfants. On l'a évoqué, hein, l'hôtel, les structures collectives en hébergement, c'est souvent pas du tout adapté, donc il y a un enjeu aussi de localisation des structures. C'est vraiment essentiel, les conditions de vie des enfants et leur stabilité pour les familles, bien entendu. C'est vrai que l'école, elle constitue vraiment un espace de projection pour les familles. C'est un lieu repère pour les enfants, mais aussi pour les femmes qui peuvent y renouer un peu des liens avec d'autres parents. Et puis, sur la question du soutien à la parentalité, souligner peut-être que si certaines familles peuvent exprimer éventuellement ce besoin, si ce besoin peut être aussi repéré parfois par les équipes et les travailleurs sociaux, c'est ce besoin de soutien à la parentalité, il va pour les familles plutôt se traduire par l'envie d'en parler avec d'autres mères, d'autres familles. Donc là-dessus, j'y reviendrai. Il y a des groupes de parole qui peuvent être mis en place et qui fonctionnent assez bien. Parce qu'il est vrai que certaines familles, notamment celles qui auraient connu parfois de longs parcours institutionnels, certaines familles se montrent finalement parfois assez réticentes à l'égard d'un accompagnement socio-éducatif qui pourrait être jugé intrusif parfois ou infantilisant. Donc c'est intéressant aussi de travailler sur la question d'entraide entre pairs et de partage d'expériences. Donc deux verbatims que je vous cite aussi à ce propos. Cette femme qui raconte « J'ai eu beaucoup de déménagements dans ma vie, je recherche aujourd'hui la stabilité pour les petites ». Et cette femme qui évoque le rêve de son fils. « Mon fils, son rêve, c'est d'avoir sa chambre à soi, la chambre de petite sœur, de sa petite sœur. Son rêve commence par ça. » Donc ensuite, il faut du temps, plus ou moins, pour se reconstruire pour ces femmes, avec en premier lieu souvent le besoin d'être soutenues administrativement dans les démarches d'ouverture de droit. Ces démarches, elles sont tout particulièrement longues et complexes pour des familles qui seraient issues des parcours de demande d'asile. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps pour ouvrir les droits au séjour notamment.
Et ce sont des démarches qui prennent parfois du temps, et en tout cas qui sont à mener souvent dans l'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales qui arrivent parfois sans rien, sans papier, sans rien. Donc une femme justement le raconte, ses premiers mois ont été très particuliers, on est dans l'urgence administrative, le 3e mois, on est là un peu plus prête à partir dans un logement autonome. Et puis après, passer ce temps de l'urgence administrative, il y a le temps de la reconstruction, de la projection. Et sur ce registre-là, les femmes, parce qu'il s'agit beaucoup de femmes, vous l'avez compris, mettent en avant leur volonté de retrouver un emploi, de se réinsérer, de se relancer dans une formation. Pour elles, travailler, c'est vraiment considéré comme un levier de socialisation, de reconnaissance sociale, évidemment, et aussi, bien sûr, une nécessité pour accéder à un logement. Mais beaucoup de familles se heurtent encore à des problèmes de garde ou de mobilité. Avec cette femme qui le raconte bien, tant que je n'ai pas résolu la problématique de mode de garde et du permis de conduire, j'ai un voile sur les yeux qui m'empêche de me projeter. Et donc, enfin, bien sûr, ce qu'elles expriment, ces femmes et ces familles avec enfants, c'est avoir enfin un logement à soi et une fois pour toutes. C'est vraiment l'idéal à atteindre, bien entendu. C'est une volonté, la volonté de rejoindre un logement autonome et à soi, elle peut se faire très pressante. Et pour d'autres, c'est une attente, bien sûr, mais peut-être plus à moyen long terme, parce que elles ont quand même, elles ont subi des traumatismes, elles sont plus inquiètes, donc elles ont besoin de se sentir en sécurité, de se sentir peut-être le soutien d'une équipe à leur côté avant de se retrouver vraiment autonomes dans leur logement. C'est un fort besoin de stabilité résidentielle pour des familles qui, pour certaines, ont connu une succession de solutions d'hébergement comme l'exprime cette femme. Moi, je veux m'installer une fois pour toutes, surtout pour le travail, pour être stable dans mon travail, pour mes futurs projets. Je ne vais pas à chaque fois aller dans un relais provisoire. Moi, ce que je veux, c'est un logement social. Je veux qu'on arrête de me faire changer, de me dire et que ça traîne. Et en termes, ça c'est très important, elles l'ont toutes très fortement exprimé, avoir un logement à soi, certes, mais aussi dans un environnement calme et à proximité des équipements et des services, comme l'exprime cette famille. Il faut aussi qu'il y ait l'école proche du logement, les transports, que ce soit pratique. Tant qu'il y a les transports, ça ne me pose pas problème d'être en dehors du centre. Au contraire, moi, j'aime pas trop le centre de Montpellier. Il y a trop de monde, je veux un endroit propre et sécurisé. J'y reviendrai sur cette volonté de trouver un environnement calme, parce que vous verrez que c'est pas toujours, c'est ce qui va expliquer que parfois, lorsqu'on leur propose un logement social dans un quartier jugé peut-être sensible ou un peu excentré, certaines de ces familles expriment un refus qui n'est pas toujours bien compris par les bailleurs sociaux ou par les réservataires qui ont affaire à une pression constante sur le logement social. Donc ça va être, voilà, ces refus vont être d'autant plus mal considérés qu'on est sur des territoires et des secteurs en tension où il y a une très 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 forte demande sur le logement social. Merci Juliette pour ces éléments. Et on voit bien dans cette étude qui met en lumière alors les besoins et les attentes des personnes. Alors, peut-être pas spécifiques que Occitanie, mais bien des demandes en matière de logement, qui est celui d'avoir un logement à soi une fois pour toutes, ce besoin de sécurité, ce besoin aussi d'autonomie, tout en travaillant sur cette rupture de l'isolement. En gros, finalement, c'est bien la politique que nous, acteurs publics, devons développer. C'est le logement d'abord. Alors, je rappelle, pour les néophytes, qu'est-ce que c'est que ce logement d'abord, c'est aussi la fin de ce parcours en escalier, finalement, qui est aussi décrit dans les profils des personnes. La politique de logement, d'abord, c'est permettre un accès rapide au logement sans condition. Donc, c'est pour les publics sans logement
ou en risque de le devenir, avec un accompagnement adapté aux besoins et aux souhaits des personnes. Donc, on voit bien que l'accès au logement, il doit être possible pour tous les publics, en situation régulière. On a fait effectivement le distinguo sur cette dimension administrative, et c'est sans condition de comportement ni de ressources. Donc, ce qui implique effectivement de travailler sur la participation financière et l'accompagnement qui est modulé au regard des besoins de chacun. Donc, besoins qui ont bien été exprimés dans les profils et les attentes des familles que vous avez rencontrées. Aussi, donc, l'autre aspect de cette étude, c'est bien être dans une logique d'action. Que peut-on faire fort de ces constats, de ces analyses? Que pouvez-vous dire justement des innovations que vous avez vues sur les territoires, dont d'autres territoires pourraient s'inspirer? Qu'est-ce qui aussi pourrait changer, évoluer dans les dispositifs existants ou à créer pour répondre vraiment aux besoins de ces familles? Alors, effectivement, on en vient aux recommandations qu'on peut formuler à l'issue de cette étude, aux enjeux, aux recommandations. Donc, vous l'avez dit, Nadia, on se situe vraiment dans cette logique du logement d'abord, tout en ayant à l'esprit que le logement d'abord, c'est une dynamique et que l'enjeu, c'est bien entendu de déployer un éventail de solutions adaptées à la diversité des situations et des parcours que l'on vient d'évoquer. Et pour ça, on va évoquer 3 grands registres de recommandations. D'une part, la nécessité de continuer à développer et promouvoir des solutions transitoires. Je vous ai expliqué tout à l'heure que certaines familles avaient besoin, alors ça implique tout de même qu'elles soient dans une forme de logement qui soit tout à fait adapté aux conditions de vie d'une famille et bien localisée, où elles se sentent bien. Mais néanmoins, il peut y avoir cette notion de transitoire dans le sens où il y a nécessité à accompagner un peu des moments de vie. Je vais y revenir. Après, un deuxième registre de recommandations, c'est donc comment effectivement on va faciliter cet accès direct au logement, et cette fois-ci à un logement pérenne pour ces familles. Et un troisième registre qui va concerner cette fois-ci plutôt la question de l'évolution des pratiques d'accueil, de repérage aussi, et d'accompagnement des familles avec enfants. Alors, sur la question des solutions transitoires, voilà, prendre l'exemple en premier lieu de la situation particulière des familles en situation administrative complexe. Je l'ai dit tout à l'heure, après être passé parfois par les circuits de demande d'asile, et surtout dans le droit commun, des structures d'hébergement d'urgence parfois totalement inadaptées à leur situation, dans lesquelles elles vont être bloquées parce que leur situation administrative n'avance pas, dans lesquelles les enfants vont vivre dans de très mauvaises conditions. Donc ça n'aide pas effectivement à reconstruire et à construire un parcours. Sachez que sur le territoire national, mais aussi dans le département de l'Hérault notamment, hein, je parle uniquement des 4 départements qu'on a vus, il y a peut-être 2 départements en région Occitanie, il y a quelque chose qui s'appelle le dispositif Alter qui se développe spécifiquement pour la question, pour la situation de ces familles en situation administrative complexe. Quel est son intérêt à ce dispositif? C'est qu'il est alors donc sur l'Hérault, ça représentait en 2020 184 places qui étaient financées. L'intérêt de ce dispositif, c'est comme il est dédié à ces situations, déjà il prévoit d'emblée que les familles vont rester 1 an, 2 ans, voire un peu plus, et il prévoit surtout un accompagnement social et juridique centré, axé essentiellement sur la question du droit au séjour. Donc voilà, l'idée, c'est à la fois d'offrir des conditions de vie bien meilleures pour ces familles et à la fois de centrer l'accompagnement sur la question du droit au séjour. Donc ça, c'est intéressant comme dispositif et il y aurait sans doute nécessité à le déployer plus largement sur la région. Ensuite, on l'a vu, il y a évidemment des situations d'urgence extrêmes, on pense en particulier aux femmes victimes de violences, où on a besoin de garder une offre en logement d'urgence très facilement mobilisable, qui soit très réactive. Alors, il y a voilà, effectivement, comment faire pour que cette offre dans le logement d'urgence, elle soit là aussi le plus adaptée aux familles. Il ne s'agit pas de les accueillir, y compris si on est dans de la mise à l'abri, il faut quand même accueillir ces familles et ces femmes dans de bonnes conditions.
Donc, ça suppose effectivement d'être dans cette notion bien de logement, d'une part, et d'autre part, d'y associer les moyens d'accompagnement suffisants et les moyens de sécurisation des associations aussi suffisants. Donc, on peut citer l'allocation logement temporaire qui, en soi, ne suffit pas, mais s'y étaient associés des moyens d'accompagnement plus conséquents, effectivement, ça peut être intéressant de pouvoir mobiliser une offre de logement, pourquoi pas l'offre de logement déjà meublée notamment, hein, parce que c'est vraiment un sujet qui était fortement ressorti. Et ça permet de faire le lien avec la question de penser des modes d'habitat semi-collectif. On l'a vu tout à l'heure, certaines, pas toutes, hein, faut jamais généraliser, mais certaines familles monoparentales notamment ont besoin dans cette période transitoire, éprouvent l'envie, le souhait de partager, alors d'avoir évidemment une forme d'intimité dans leur logement, ça c'est extrêmement important, mais de pouvoir aussi partager et des moments et des lieux avec d'autres familles. Et là-dessus, on va retrouver des formes de logement, habitat semi-collectif, on peut penser à des résidences sociales notamment, qui prévoient des espaces collectifs susceptibles de favoriser le lien social et l'entraide. Là aussi, à condition que les moyens d'accompagnement soient adaptés pour que les équipes et les associations puissent travailler et favoriser ces moments un peu collectifs notamment. Et l'intérêt de ces formes d'habitat semi-collectif, résidence sociale, etc., c'est qu'on est justement dans cette idée d'un logement meublé, prêt à habiter, si on peut résumer, avec une redevance tout compris. Donc en plus, en termes de gestion du budget pour ces familles, il n'y a pas à penser la gestion de je paie mon loyer, je paie les charges, je paie l'EDF, je paie l'eau. Non, là, la redevance, c'est tout compris. Donc, c'est un élément un peu de soulagement aussi dans une forme de logement dont on peut s'emparer assez rapidement tout de suite. Donc, à creuser, à déployer, pourquoi pas. J'insiste toujours sans oublier les moyens d'accompagnement qu'il faut associer à toutes ces formules. Sur la question de l'accès au logement pérenne cette fois-ci, alors il y a donc se déploie depuis longtemps maintenant, j'en ai pas beaucoup parlé, l'intermédiation locative qui est effectivement notamment beaucoup mobilisée pour des familles avec enfants, qui permet de mobiliser notamment le parc privé. Donc souvent ça permet de mobiliser des logements peut-être plus disséminés, davantage dans le diffus, dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, donc c'est intéressant. Tout ça est très intéressant, mais la limite de l'intermédiation locative en sous-location, c'est que bien souvent, ça dure 18 mois et au bout de 18 mois, on dit aux familles de changer de logement. Et c'est à ce moment-là qu'on va leur proposer parfois un logement social qui est parfois bien moins sympathique et bien moins bien localisé que le logement dont elles ont bénéficié pendant 18 mois. Donc là, l'intérêt, ça serait de développer les baux glissants. Les baux glissants, ça permet de rester dans ce même logement. Donc une famille qui était sous-locataire, progressivement, va devenir locataire en titre en restant dans le même logement. Ça existe, les baux glissants, mais c'est encore pas suffisamment déployé, donc vraiment enjeu à déployer les baux glissants. Ensuite, je l'ai évoqué sur l'accès au logement social, deux points précis. C'est comment on rend plus effectifs les dispositifs de priorisation, notamment avec des blocages qui demeurent, y compris par exemple pour les femmes victimes de violences conjugales, où il faut toujours avoir au minimum porté plainte, enfin faire la preuve d'une plainte ou d'un début de jugement pour pouvoir effectivement accéder au logement social. Donc, on se rend bien compte que c'est quand même très problématique et que c'est très bloquant, d'une part. Et d'autre part, cette question des refus que j'ai déjà évoquée. Donc, effectivement, on encourage là-dessus à s'appuyer, pourquoi pas, sur les conférences intercommunales du logement qui ont pour fonction de rassembler l'ensemble des acteurs du logement, État, département, les maires, les bailleurs sociaux, les réservataires, les associations d'insertion pour le logement, pour réfléchir ensemble, partager une réflexion sur la notion relative à la notion de proposition adaptée. Voilà, dans les systèmes de priorisation de l'accès au logement, il faut partager qu'est-ce qu'on considère comme étant une proposition adaptée et donc en face
quels sont nos critères d'appréciation des refus des familles, avec cette idée d'aller plutôt dans le sens d'une plus grande souplesse par rapport à ce qu'on a raconté tout à l'heure sur la légitimité qu'ont ces familles avec enfants à refuser une offre de logement qui serait susceptible de mettre en péril leur parcours et leur reconstruction et la scolarité aussi de leurs enfants. Enfin, évoquer d'autres leviers, justement pour compléter, diversifier l'offre de logements sociaux et de logements très sociaux. Rappeler qu'il y a des modes de financement aujourd'hui qui sont promus au national, notamment le programme de PLAI adapté. Je vous épargne cet acronyme. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un mode de financement qui doit permettre de promouvoir la production de logements très sociaux, c'est-à-dire dit, c'est pas très joli comme terme, à bas niveau de quittance. Et autre élément qui pourrait être promu, c'est l'action de la maîtrise d'ouvrage-insertion. Donc en fait, ça c'est un mode de production un peu différent, où là c'est plutôt des associations qui sont un peu spécialisées sur la question, qui vont venir capter de l'habitat souvent en centre-bourg, un peu dégradé. Elles vont capter, elles vont acquérir soit un immeuble, soit des logements qui sont en fait parfois à l'abandon, pour produire dans le diffus du logement très social. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu, ça permet de faire un peu d'une pierre deux coups. D'une part, on requalifie un centre-bourg, un centre-ville. Ça bénéficie souvent d'un a priori positif de la part des élus locaux, puisque ça permet de requalifier un immeuble qui était potentiellement à l'abandon en centre-bourg, et puis pourquoi pas de faire revenir des familles avec enfants dans ces mêmes centres-villes. Donc c'est intéressant comme piste à creuser, nous semble-t-il, d'autant plus que ça peut correspondre à une aspiration de certaines familles. Et enfin, dernier registre de recommandations, qui se situe plutôt sur la question des pratiques d'accueil, d'accompagnement. On l'a dit tout à l'heure, il y a un enjeu quand même probablement d'identification, de repérage, notamment sur les territoires ruraux. Donc comment travailler ça, comment aller davantage vers les familles sans domicile. Alors, citer peut-être l'exemple et la pratique dans le département du Gers, donc du GIP, Gers Solidaire, qui a été créé en 2019 dans une volonté de développer, d'améliorer les conditions d'accueil dans les centres de distribution d'aide alimentaire, et qui élargit aujourd'hui son champ d'intervention avec cet enjeu de mallier un peu tout le territoire, de soutenir, de coordonner des tiers-lieux solidaires, des structures d'accueil du public, un service de téléphonie sociale, de travailler la question de l'accès aux droits, la prévention santé, l'éducation. Donc ça permet vraiment de mailler le territoire, de coordonner les acteurs. D'ailleurs, ce GIP réunit des acteurs publics, associatifs, sociaux, institutionnels de la solidarité. 7 agents ont été mis à disposition par le département. Donc voilà, c'est vraiment une expérience qu'on trouvait intéressante et qui pourrait être déployée sur l'ensemble de la région. Sur l'allée vert, il y a aussi, alors ça existe beaucoup sur les accueils de jour qui permettent de répondre aux besoins dits primaires, se nourrir, se laver, etc., qui permettent aussi d'accueillir, d'écouter, de travailler, de commencer à travailler l'accès aux droits. Donc ces accueils de jour sont souvent, je parle vraiment des personnes en situation d'exclusion, je pense vraiment volet plutôt SDF, parce qu'il y a aussi la notion d'accueil de jour, peut-être plus volet femmes victimes de violences conjugales, qui reste à développer aussi, mais il en existe déjà évidemment. Mais sur les accueils de jour, volet plutôt SDF, aujourd'hui il en existe, mais souvent qui n'accueillent que des personnes isolées qui ne sont pas en capacité d'accueillir des enfants, en fait, tout simplement. D'une part, et puis quand elles n'accueillent que des isolés, c'est souvent que des hommes, du coup, avec des femmes qui n'ont pas vraiment envie d'y mettre les pieds. Donc un enjeu à développer des accueils de jour dédiés aux familles, comme ça a pu être fait, ça existe en région parisienne, il y en a qui ont été créés à Nantes aussi. Donc voilà, dans une réponse aux besoins, les premiers besoins, dans une logique de repérage, d'écoute, d'aller vers, il nous semble que les accueils de jour, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être développé. Après, évidemment, dans l'accompagnement, c'est continuer à promouvoir cette idée d'un accompagnement global et modulable, qui s'adapte aux besoins des familles, modulable dans la durée et dans les dimensions qui seront abordées.
Et puis surtout, promouvoir les approches collectives, j'en ai un peu parlé. On a trouvé très intéressant toutes les pratiques qui étaient développées autour des actions collectives de l'entraide entre pairs, des groupes de parole. Tout simplement parce que ces actions collectives, ces groupes de parole, elles permettent vraiment de sortir du face-à-face entre la travailleuse sociale et la famille. Elles vont souvent valoriser les compétences des familles, des mères, des parents, et elles vont vraiment promouvoir ces relations de partage d'expérience et d'entraide. Donc c'est souvent très positif, c'est déjà fait. C'est plutôt pour dire, c'est à valoriser, c'est à soutenir, c'est à déployer, c'est à reconnaître aussi au niveau des financeurs. D'ailleurs, à ce propos-là, je vous ai remis une citation que je trouvais intéressante parce que, voilà, du côté politique publique financeur, il y a souvent, on finance une mesure d'accompagnement, on dit, voilà, il faut que la mesure d'accompagnement, ça soit sur le budget, l'accès aux droits, la santé, l'emploi, etc., sans véritablement encore suffisamment prendre en compte la dimension d'écoute, l'informel, l'entraide, le partage. Et donc, cet acteur qui le dit bien, je trouve, ce travail social, il y a un grand besoin de lien, de prendre du temps. Ce n'est pas vu comme quelque chose de productif, sous-entendu par les financeurs, alors que c'est important d'échanger avec autrui, de pouvoir favoriser ce lien social avec l'environnement. C'est un prérequis à tout, c'est dans la relation que les choses se font. Donc là, c'est vraiment l'enjeu de venir valoriser cette écoute, et y compris ces temps informels. C'est très important. Et pour finir, en transversal, la question évidemment, qui est en lien d'ailleurs avec les groupes de parole ou ces actions collectives à promouvoir, de la participation des familles à l'ensemble des décisions les concernant, que ce soit tant au niveau individuel, mais aussi, pourquoi pas, politique, qu'elles participent aussi à la construction des politiques publiques qui la concernent. Peut-être citer à cet égard l'expérience et les démarches de type qui s'intitule Croisement des savoirs. On vous mettra dans le chat un certain nombre de liens si vous voulez en savoir plus. C'est l'association ATD Carmont qui a développé ces démarches depuis quelques années déjà et qui est intéressante parce que c'est vraiment une méthode qui vise à partager les savoirs, le savoir des personnes en situation d'exclusion en premier lieu, avec le savoir des travailleurs sociaux, avec le savoir, pourquoi pas, des élus ou avec le savoir de ceux qui participent à la construction des politiques publiques. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère ne pas avoir pris trop de temps. Je pense que c'est important maintenant de vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci Juliette. Je précise avant les questions, s'il y en a, que en fait cette étude, voilà, il y a une petite partie qui a pu être présentée là ce matin en 1 heure, qu'elle fait l'objet d'une publication donc conséquente, que je vous invite les uns et les autres à vous reporter. Donc elle sera sur le site de la POS et le site de la DRETS. Également une publication de la DRETS donc qui s'appelle l'Escale sera publiée, donc ce sera un 4 pages donc un peu synthétique sur ces éléments-là, mais vous pourrez vous y référer utilement et il sera également publié sur la DRETS et la POS. Et alors pour l'entre-deux, pour ceux qui seraient un peu curieux, mais pour qui une grosse étude rebuterait, on a fait une synthèse également, donc qui sera publiée, donc une 15aine de pages de cette étude, donc qui sera également donc à votre disposition sur le site de la POS et de la DRETS. Voilà, Hélène, je vous redonne la main. Je vous remercie Juliette et Nadia pour votre intervention. Maud Maras qui vous demandait quelle est la tranche d'âge des personnes interrogées. C'est entre 22 et 40 ans. Madame Germain qui nous fait la remarque suivante: souvent la famille refuse le logement proposé par manque d'accompagnement par un travailleur social. Les financeurs n'y voient pas d'intérêt. Et Monsieur Vigroux, donc, qui témoigne, un ADJ famille doit sortir de terre à Montpellier depuis 1 an et demi, mais il y a une grosse difficulté à trouver des locaux aux normes, et difficulté car nécessite de gros moyens pour l'encadrement du lien avec de nombreux professionnels. Alors c'est vrai que ces accueils de jour,
ça a été, enfin, je fais une parenthèse, un peu le parent pauvre hein, des dispositifs d'accompagnement, voilà, des personnes. Alors, il y a, je crois que c'est l'année dernière, il y a eu effectivement une période d'investissement très forte, hein, massive hein, sur ces accueils de jour. Donc, on a pu en rénover, et c'est là aussi qu'on s'est vraiment aperçu à quel point voilà, ces accueils de jour étaient le parent pauvre hein, des dispositifs d'accueil et d'hébergement. Et qu'on a aussi mis en exergue la difficulté pour les familles d'y aller. Et donc, parce que les locaux n'étaient pas adaptés à l'accueil des familles, qu'il y avait effectivement cette mixité qui pouvait être compliquée avec des hommes isolés, et que c'était pas du tout adapté pour des familles avec des enfants, enfin, je veux dire, en termes de circulation, etc. Donc, c'est vrai que ça reste encore une difficulté. Il y a eu des investissements qui ont été faits, mais il y a aussi une dimension qui n'est pas que celle des financeurs, mais c'est aussi une dimension de volonté parfois un peu politique, de trouver des locaux adaptés, effectivement bien placés, parce qu'il y a des problèmes aussi de voisinage, voilà, des choses comme ça. Donc c'est vrai que l'accueil de jour, il faut aussi le voir comme voilà, quelque chose d'installé dans un environnement, et que il est confronté à de multiples difficultés d'installation, parce que au-delà des financements, il y a aussi la question de quelle est sa place dans la ville et dans l'environnement. Madame Laura Fortier, qui vous remercie pour votre travail et pour ce rendu très intéressant. Elle se pose la question sur quelle période a été réalisée cette étude. Elle est représentante de l'association Reconnect, qui est une association qui est spécialisée dans l'inclusion sociale et numérique. Alors, cette étude, elle s'est déroulée sur une période finalement assez longue, hein, du fait tout simplement de la situation qu'on a connue. Donc, elle a démarré il y a très longtemps, mais les familles, on a vraiment mis le paquet sur l'enquête de terrain, comme on dit, auprès des associations et des familles, je dirais, sur le deuxième semestre 2021. Voilà. Comme Nadia l'a fait, j'en profite effectivement pour remercier à nouveau hein, toutes les associations qui nous ont accueillis. Merci beaucoup, et qui nous ont mis en lien aussi avec des familles. Donc voilà, autant d'expériences, vous l'avez compris, hein, c'était vraiment une synthèse, cette présentation. Beaucoup d'expériences et de bonnes pratiques, comme on dit, se sont relatées dans le rapport, dans sa version complète, qui sera donc effectivement publiée.